Multi 21, c'est. Yeah, Multi 21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi 21. Aujourd'hui, on va faire le récapitulatif du Grand Prix de France, mais nous ne serons pas accompagnés de Clément ni de Clyde qui ont eu des empêchements, mais rassurez-vous, il y a Paul parmi nous. Bonjour Paul, comment vas-tu ? Très bien, chaudement, je pense, hein, comme toute la France, mis à part nos amis bretons, mais bon, est-ce que c'est vraiment la France ? On se le demande encore aujourd'hui. C'est vrai, on se pose souvent la question. Alors, parlons du Grand Prix de France, un Grand Prix qui, comment dire ça de façon assez professionnelle, c'était pas vraiment le meilleur Grand Prix de l'année niveau action et spectacle en piste. Et ça, c'est très malheureux. Dis-moi Paul, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors je te rejoins, alors j'ai découvert le mot, je crois qu'il faut dire processionnel dans le cas présent, hein, puisque En effet, oui. on fait le résumé rapidement, hein, mais globalement, Hamilton a fini premier, il n'a dépassé ou n'a été dépassé par personne. Bottas a fini deuxième, il n'a dépassé ou été dépassé par personne. Et Leclerc a fini troisième, il n'a dépassé ou n'a été dépassé par personne. Voilà, donc ça résume assez bien ce Grand Prix de France. C'était long, j'ai regardé ça heureusement moi juste d'un coin de l'œil, je faisais autre chose en même temps, donc ça n'a pas été non plus l'ennui total. Mais effectivement, à part le premier et le dernier tour, globalement, il ne s'est rien passé lors de ce Grand Prix de France. Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je me demande si Verstappen 4e a été dépassé ou a dépassé à un moment donné. Mais oui, c'est assez dramatique de voir autant de Grands Prix des ennuis, parce que la France n'est pas un cas isolé. Cette saison, il y a eu plusieurs processions. Mais du coup, c'est à se demander qu'est-ce qui ne va pas en Formule 1 au final. Personnellement, je pense que c'est un peu dû au circuit du Castellet, qui vraiment, un circuit que j'affectionne étant donné que j'habite à une demi-heure. Mais voilà, niveau dépassement, on a connu meilleur circuit. Mais après, les pneus Pirelli aussi jouent un rôle important dans cette procession. Il me semble, je ne sais pas si tu l'as remarqué, que pendant les essais libres, les pilotes qui roulaient avec les pneus tendres faisaient à peine 2-3 tours et les pneus étaient complètement cuits, tout plein de graining. Et donc voilà, après en course, on les voyait tenir 15-20 tours avec ces mêmes pneus tendres. Donc évidemment, c'est sûr que ça n'allait pas se dépasser. Je te rejoins complètement, effectivement, hein, sur les deux choses que tu dis. Ça me fait mal aussi, effectivement, de voir un Grand Prix aussi ennuyant pour notre Grand Prix national. On est tous un peu chauvins, donc effectivement, ça blesse un petit peu au fond. Je suis d'accord avec toi que le circuit est pas le mieux. C'est dommage parce que la chicane dans la ligne droite du Mistral quand même permet quelques dépassements. Le virage de Signe est magnifique, hein, les voir passer. Là en plus on a vu 2-3 manœuvres quand même. J'ai souvenir de Russell et Kubica qui rentrent à 2 de front dans Signe à 340. Bon, ça vaut son pesant de cacahuètes. Le problème c'est que tout le reste du circuit, ça suit pas quoi, malheureusement. C'est toujours ce même problème inhérent à la F1 d'aujourd'hui. On joue pas sur du grip mécanique, mais sur du grip aéro, et globalement, il y a une trajectoire qui marche, et une seule. Et aujourd'hui, ça pose problème, puisque dans un circuit assez sinueux, sur cette deuxième partie, enfin avant et après la ligne de départ, sur un circuit assez sinueux, du coup, il se passe rien, parce qu'on peut passer qu'à un seul endroit. Et ça permet pas de tenter 2, 3, 4 trajectoires différentes qui permettraient d'aller tenter un dépassement derrière. Je te rejoins aussi sur les pneus Pirelli, hein, on est d'accord que de toute façon c'est un peu le cancer aussi de la F1 depuis que Pirelli est là. Oui, Globalement, c'est rien de le dire ça. c'est pas normal. On est d'accord que c'est pas normal. Après, à qui la faute ? Oui, tout à fait. On peut se demander, puisque Pirelli le crie toujours haut et fort, ils suivent le cahier des charges qu'on leur donne. Donc à un moment, effectivement, si le cahier des charges est fait comme ça, c'est pas de leur faute non plus, hein. Ils ont un contrat, il faut le respecter. On leur dit faites-nous des pneus comme ça, ils font des pneus comme ça, hein.
Oui, bah, tout à fait, oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, tu profites bien de parler de la trajectoire. Il me semble que c'était Ricciardo qui disait en interview que comme le circuit a été resurfacé cette année, bah, il y avait vraiment une seule trajectoire possible, étant donné que voilà, il suffisait de se déporter un petit peu trop à l'extérieur ou un petit peu trop à l'intérieur, et c'était comme une véritable patinoire, quoi. Donc, oui, en effet, ça n'aide pas. Bon, pour ajouter encore une petite pièce sur le débat, je pense, je suis même certain que, en fait, tout le premier secteur a été jeté à la poubelle, vraiment. Il y a plusieurs choix de premier virage. Il y a 3 configurations possibles pour le premier virage, et en fait, ils ont pris la pire des configurations, une configuration assez lente. Et encore une fois, qui ne facilite pas les dépassements, étant donné que la ligne droite des stands est vraiment très très courte. D'autant Euh, plus que, comme tu dis, elle est assez lente, mais pas assez lente. Il y a pas un énorme freinage au départ, hein. Ils mettent, exact. avant ce virage, ils mettent un petit coup de frein et c'est tout. C'est pas un énorme freinage où, justement, on va pouvoir aller gratter un mètre ou deux et du coup, peut-être tenter un dépassement. C'est vraiment un tout petit freinage. Et du coup, eh ben, effectivement, c'est pas un virage de dépassement. Exactement, exactement. Mais arrêtons de parler d'ennui, parlons un petit peu d'action, car il s'est passé, il y a eu de l'action, il y a eu de l'action dans ce Grand Prix de France. Malheureusement, voilà, il y a eu des pénalités juste après. C'était dans le dernier tour. Ça concernait Lando Norris, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen et Nico Hülkenberg qui se disputaient pour la 7e position. Alors, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Est-ce que Ricciardo est coupable? Alors, il faut savoir que voilà, Ricardo c'est mon pilote de cœur, Renault c'est mon écurie de cœur. Je vais quand même tenter de rester objectif, mais pour Bien moi sûr. oui, oui enfin en tout cas la première par rapport à son retour sur la piste qui envoie Norris à l'extérieur, c'est mérité. Déjà, on a eu le Grand Prix d'avant, Vettel qui fait à peu près la même chose. Alors Vettel lui bloque à défaut de pousser Hamilton dehors, mais voilà, le résultat diffère, mais l'action de départ est la même. Il y a Oui, pénalité oui, pour c'est vrai Vettel, qu'il. il y a pénalité pour Ricciardo. En plus, là, effectivement, c'est pas juste il aurait bloqué Norris et il serait ressorti devant lui. C'est vraiment là, il envoie Norris dehors qui perd pour le coup ensuite 2 ou 3 places parce que tout le monde était dans un mouchoir de poche à ce moment-là. Pour moi, la pénalité est méritée. Ça me fait mal de le dire, mais la pénalité est méritée. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi sur la première action. Par contre, ce qui me dérange un petit peu plus, bah, c'est que il n'y a pas réellement de constance. Bon, il y a une constance entre la pénalité de Vettel et celle de Ricciardo, mais il suffit de voir en début de saison, je pense notamment au contact entre Verstappen et Sainz à Bahreïn, qui laisse Sainz privé d'aileron avant. Verstappen n'avait rien eu. Et dans ce même Grand Prix, un petit peu plus tard, il y a Giovinazzi qui est entré en contact avec Fiat, qui l'a envoyé en tête à queue, par ailleurs. Et là, encore une fois, pas eu de sanction. Donc c'est assez bizarre, assez étrange de voir qu'il n'y a vraiment pas de constance dans les sanctions. Après, en ce qui concerne la seconde pénalité, donc quand il s'est déporté pour doubler Raikkonen, je trouve que c'est abusé, voilà. Assez abusé étant donné qu'il ne l'a pas dépassé hors piste. Il s'est mis hors piste, mais il n'était pas à sa hauteur. Il était au niveau de la suspension arrière. Et il est revenu en piste ensuite pour effectuer son dépassement. Donc là, encore une fois, c'est assez dur d'infliger une pénalité pour ce genre d'action. Surtout qu'on peut tout à fait se dire que Raikkonen l'a forcé en dehors de la piste. Donc Raikkonen aurait pu écoper d'une pénalité lui aussi. Mais bon, dans l'idéal, on aurait distribué des pénalités à personne. C'est ça, dans l'idéal. Après, tu parles de constance. De toute façon, le problème vient de la façon, enfin, de qui donne les pénalités derrière. Si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, hein, mais on a un pilote, un ancien pilote ou quelqu'un qui a été un peu dans ces instances-là, qui change à quasiment tous les grands prix Exact. pour donner son avis. Tu peux pas avoir de constance si le gars à la tête des commissaires qui donnent des pénalités change à chaque Grand Prix, puisque par Bien sûr. définition, il n'y a pas de constance. Pour moi, ça devrait être la même personne. Un vieux pilote, pourquoi pas? Si possible, un gars qui était plutôt un racer. Si on nous met un petit Taiki, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, un racer et qui resterait à la rigueur toute la saison. S'ils veulent changer, apporter un peu du sang neuf de temps en temps, pourquoi pas? On change toutes les saisons, mais pour la saison, c'est Monsieur X et Monsieur X, il reste toute la saison. Et comme ça, on aura de la constance, puisque le gars, ce sera la même personne.
bien sûr, bien sûr. Et pourquoi pas ne pas se limiter justement à la Formule 1 et prendre des anciens pilotes dans d'autres catégories, en endurance, en moto bon, en rallye, ça risque d'être un petit peu difficile parce que c'est pas vraiment le même monde, mais bon, voilà, tu m'as compris. Voilà, effectivement, on pourrait tout à fait mettre des gars qui viennent un peu d'autres univers de sport mécanique. Là, pour moi, il y a pas de problème, j'aurais pas de problème à ça. Mais effectivement, si on veut de la constance, il faut que ce soit la même personne sur la saison. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Passons sur un autre sujet, un autre débat, celui de la quatrième force. Alors c'était assez serré entre Renault et McLaren sur cette course. Bon, les pénalités ont fait que McLaren prend un avance un petit peu plus important au championnat. Est-ce que tu penses que McLaren peut tenir la distance et est d'ores et déjà assuré de terminer quatrième, ou penses-tu que Renault va faire une espèce de retour fantastique, une remontada dans cette deuxième partie de saison? Alors, je suis un peu déçu des évos amenés par Renault sur le Grand Prix. On nous promettait une nouvelle voiture, quelque chose d'incroyable et tout. Là, encore une fois, Cyril Abitboul aurait mieux fait de se taire. Mais globalement, c'est marrant d'ailleurs de voir que le mal qui affecte Renault est globalement à peu près le même qui a affecté McLaren ces dernières années. À savoir, ça fonctionnait toujours mieux quand ils arrêtaient de parler et qu'ils se concentraient sur leur travail, à savoir faire des Formule 1. Oui, c'est vrai. Est-ce que McLaren est capable de tenir la distance? Je pense. Globalement, effectivement, ça va être sans doute la seule chose intéressante de cette saison, à voir ce duel pour la quatrième place, puisque tout le reste globalement est plié. Pour moi, ça va jouer effectivement entre McLaren et Renault. Bon, évidemment, pour Renault et pour moi, il serait mieux qu'il soit devant, ça reste quand même le constructeur. Mais McLaren étant McLaren, hein, c'est pas Williams derrière, hein, c'est des gars, ils sont quand même capables de faire évoluer la voiture au fil de l'année dans le bon sens. Je serais bien incapable de te donner un pronostic. J'aimerais que ce soit Renault, mais franchement, pour moi, à l'instant T, c'est ouvert et c'est 50-50, vraiment. Oui, c'est vrai que c'est assez 50-50, surtout que les deux ont le même moteur au final, qui est bon, est pas vraiment un exemple de fiabilité. Donc il suffit que voilà, il y a un moteur qui pète lors d'un Grand Prix X, ça suffirait pour relancer tout l'intérêt de cette bataille pour la quatrième place. Abordons un dernier sujet avant de passer au pronostic. Parlons des pilotes Mercedes qui occupent les deux premières places du championnat. Hamilton en est quand même à sa quatrième victoire d'affilée. Est-ce que tu penses que Bottas peut revenir? Bottas est vraiment très très transparent lors de ce Grand Prix. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Hamilton a vraiment creusé un écart très très important. J'ai même eu d'ailleurs des flashbacks du Bottas de la saison 2018 devant cette course. Je pense pas, sincèrement. Je pense que Bottas a surconduit dans le bon sens du terme, hein. Il a roulé à 110% au début de saison. Il avait à cœur de faire taire les critiques qui avaient été faites à son encontre l'année dernière. Je pense clairement qu'il était à 110% et que là, il rentre dans le rang. Alors, est-ce que c'est un coup de fatigue d'avoir conduit à 110% ou simplement on retrouve voilà, Bottas au niveau qu'il a, hein, à savoir un bon pilote, mais pas un pilote de pointe, c'est pas un Lewis Hamilton bis. Donc, clairement, je pense pas on va peut-être revoir Bottas faire un ou deux coups d'éclat sur un Grand Prix qui lui irait bien, un moment où Hamilton aurait un coup de mou, ou je sais pas, qu'il arrive à trouver le petit réglage qui donne le dixième qui fait la différence. Mais sinon, en dehors de ça, je pense pas qu'on verra Bottas sur la plus haute marche du podium, malheureusement pour lui. Très bien, très bien. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, quelque chose que tu... Alors moi j'avais un petit point qui m'intéressait à noter, vas-y. qui était intéressant. On n'en a pas trop parlé, mais c'est concernant Red Bull. Alors c'est pas pour tirer sur Gasly. Moi je ne tire pas sur l'ambulance. C'est plutôt pour tirer. Alors même si en fait si je vais tirer sur l'ambulance, mais moi sur l'ambulance Honda, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais il y a eu quelques petits commentaires alors de Verstappen au volant. Je me souviens, alors je sais plus si c'était pendant la course ou pendant les essais, mais qui disait que il lui manquait un peu de peps sous la pédale, qu'il lui en fallait plus et que c'était un peu compliqué.
Et on notera que l'année dernière, avec un moteur Renault qui était ce qui était, euh, Red Bull avait fini, Verstappen avait fini deuxième à pas très très loin pas très très loin du vainqueur, alors que là, il finit à largement plus de 30 secondes, complètement dans les choux. Bon, on parlera pas de Gasly qui finit à plus d'un tour, voilà, bon, c'est ce que c'est, mais euh, il y a vraiment pour moi eu un recul avec le passage au Honda. Alors, est-ce que c'est uniquement dû à Honda ou est-ce que finalement la Red Bull de cette année serait pas aussi bonne que la précédente? Là aussi, il peut y avoir débat, je pense. Mais je pense clairement que le passage à Honda, et d'ailleurs on le voit bien, hein, ils fanfaronnent pas dans tous les sens en disant Honda c'est les meilleurs et tout. Hein. Ils adoptent vraiment une communication, pas de communication, parce qu'ils savent que le moteur est pas aussi bon que ce qu'ils espéraient. Et on le voit sur les résultats des courses. Hein. Oui, oui, bah, il fanfaronnait à Melbourne quand Verstappen a terminé troisième. Mais bon, il y a eu une sorte de retour de bâton depuis. Et c'est vrai que ça parle beaucoup moins. Mais il y a qu'à voir les qualifications. Tu fais bien de parler. Il y a qu'à voir les qualifications. Verstappen se qualifie quatrième, mais avec seulement 9 millièmes d'avance sur Norris, qui a un moteur Renault. Donc, oui, oui, c'est. Bah, en même temps, je pense que le châssis Red Bull est bon. C'est juste le moteur Honda qui a la traîne au final. Il y a qu'à voir en 2018, le moteur était pas bon et bon, ils ont pas pu trouver la solution en une seule intersaison. Donc je pense que le châssis Red Bull est excellent comme chaque année, mais bon, c'est juste voilà le moteur qui il en manque encore, hein. Il en manque encore sous le capot et on va pas tarder à assister à un moment un petit peu croustillant, c'est-à-dire que les pilotes Red Bull, bon, ça commence déjà avec les pilotes Toro Rosso, mais les pilotes Red Bull vont essuyer leur première pénalité. La communication va un petit peu se crisper du côté de Marco, du côté de Horner, donc voilà, ça c'est pour les amateurs de popcorn justement, ça risque d'être assez succulent à suivre. Ah bah, le drama Red Bull qui va reprendre sans doute, je pense, après la pause estivale, effectivement. Moi, personnellement, je vais sortir mon popcorn. Hein. Je vais me délecter de cette situation. Passons au pronostic, En avant. si tu veux bien. Allons-y. Alors, écoute, on va commencer avec Clément, parce qu'il nous avait donné uniquement son top 3 et son driver of the day. Donc, il avait dit Hamilton en premier, devant Leclerc et Bottas. Bon, il a eu Hamilton. Il fallait un petit peu inverser Bottas et Leclerc pour avoir la bonne réponse. Et en driver of the day, Kvyat, bon, complètement à côté, mais bon, en même temps, c'est assez difficile de trouver le driver of the day. Clyde avait dit Hamilton premier devant Bottas et Leclerc troisième. Donc là, c'est un sans faute, magnifique. Bravo à lui. Et bien sûr, on l'applaudit. Driver of the day, Verstappen. Malheureusement, non. C'était Norris, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais encore une fois, c'est très difficile à trouver. Pour toi, mon cher Paul, tu nous avais dit Hamilton premier. Jusque-là, c'est excellent. En deuxième, Valtteri Bottas, parfait. Et malheureusement, troisième, Vettel. Voilà, c'était Leclerc qui termine troisième. J'ai pas parié sur la bonne Ferrari, malheureusement. C'est vrai. Mais bon, Vettel, une contre-performance assez étonnante lors de ce Grand Prix de France. Et en driver of the day, tu nous avais dit, alors, ça hésitait un petit peu. Tu étais tiraillé entre l'idée de mettre Leclerc, justement, et le choix du cœur, un petit peu Ricciardo. Malheureusement, Ricciardo aurait quand même mérité le driver of the day pour sa tentative d'action dans le dernier pour moi, ça, effectivement, hein, ça se serait joué entre Ricciardo ou Norris. C'est tombé sur Norris. Ça me fait plaisir aussi. C'est un pilote que j'apprécie. Donc, il le méritait aussi. Bien sûr. Passons au duel entre équipiers. Alors, Clyde avait dit chez Mercedes avantage Hamilton. Et tu avais dit pareil. Exactement, vous avez raison tous les deux. Hamilton devant Bottas. Alors, chez Ferrari, Clyde avait dit Leclerc. Tu avais dit Vettel. C'est Leclerc. Malheureusement, je suis désolé pour toi. C'est raté. Hein. C'est raté. Mais ce n'est que partie remise. Chez Red Bull, Clyde nous avait dit Verstappen devant Gasly. Tu nous avais dit Verstappen devant Gasly. Et aux surprises, c'est Verstappen devant Gasly. McLaren, Clyde nous avait dit Sainz et tu nous avais dit Norris. Ça s'est joué de très peu. Mais bon, c'est Sainz qui l'emporte. Chez Renault, Ricciardo pour Clyde et tu nous avais dit Ricciardo également. Donc malheureusement, c'est raté. Encore une fois, ça s'est joué de très peu. À 2 pénalités près, c'était Ricciardo. Et puis même sans les pénalités, hein, l'écart aurait été quand même de quelques secondes à l'arrivée, hein, puisque
Si Hülkenberg passe devant Ricardo pour le coup de 10 secondes de pénalité, c'est qu'il n'était pas loin derrière quand même. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Pour Racing Point, Clyde nous avait dit Pérez devant Stroll et tu nous as dit Pérez également et alors je vérifie quand même, j'ai peur de dire des bêtises, c'est Pérez qui termine 12e et Stroll 13e, donc ça s'est joué de très peu. Mais Stroll, je suis assez impressionné justement, pour faire une petite parenthèse. Bon, en qualification c'est toujours pas ça, hein, mais bon c'est vraiment pas son fort, mais en course il trouve du rythme à chaque fois. Oui, effectivement, il a vraiment beaucoup de boulot à faire encore sur les qualifs. Il se fait régulièrement sortir en Q1 et c'est pas possible, hein. Je sais que la Racing Point n'est pas la voiture de l'année, mais quand on voit comment Haas est complètement aux fraises, bon, on met Williams et plus une cinquième voiture, en général maintenant c'est des Toro Rosso. Stroll devrait être capable de passer au moins en Q2 en faisant un petit effort. Et c'est vrai que c'est d'autant plus dommage puisqu'à chaque fois il arrive à nous sortir des courses qui sont pas affreuses. Et s'il partait un petit peu plus haut, il serait capable d'aller chercher un petit point une fois de temps en temps, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour As, Clyde nous avait dit Magnussen devant Grosjean et tu nous avais dit Magnussen également et vous avez tous les deux raison. Cette fois, bonne surprise, Grosjean ne s'est pas craché dans les premiers tours. Il a eu un problème un retrait volontaire, nous dit StatF1, mais pas de crash. Donc ça va un petit peu mieux pour Grosjean. Bon, c'était pas vraiment le week-end de As en France. C'est d'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse là sur ce retrait volontaire de Grosjean. C'est triste de voir ça. C'est compréhensible quand on voit la logique actuelle avec des moteurs qui valent 50 millions. J'exagère, mais vous comprenez l'idée. Bien sûr. C'est un peu triste de voir des pilotes s'arrêter à 20 tours de la fin et dire bon, bah, on s'arrête là, comme ça on économise, on n'use pas le moteur et tout. De toute façon, la course est pliée, ça sert à rien. Je peux le comprendre, mais ça reste un peu triste. Pour les fans, moi j'apprécie ni plus ni moins Grosjean. Je sais qu'il a des fans. Bah, ça fait mal de voir ton pilote s'arrêter, même s'il était en fond de grille. Ça fait mal de le voir s'arrêter au bout de la moitié, les trois quarts de la course, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à jouer. C'est foutu. La voiture avance pas. Ils seront incapables d'aller chercher un meilleur temps. Donc, on arrête et puis ciao, on plie bagage. Je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, c'est symptomatique de ce qu'est la Formule 1 aujourd'hui. Tu as tout à fait raison. Ouais, niveau économie entre le moteur, le pneu et des différents composés du moteur, c'est assez triste. On espère une espèce de revirement de situation pour 2021. On reprend les pronos. Chez Alpha, Klein nous avait dit Raikkonen devant Giovinazzi. Tu nous avais dit Raikkonen également. Bien, vous avez tous les deux raison. Alors, Giovinazzi a eu l'avantage en qualification. Il est passé en Q3 contrairement à son chef de file. Mais en course, voilà, il y a l'expérience qui parle et Raikkonen a terminé largement devant son équipier. Chez Toro Rosso, Clyde nous avait dit Kvyat devant Albon et tu nous avais dit Kvyat devant Albon également. Et c'est Kvyat qui termine devant Albon. Les pilotes terminent 14 et 15, donc ça s'est joué à pas grand-chose là aussi. Et enfin chez Williams, alors vous avez longtemps blagué sur le chauffeur du camion, et vous avez malheureusement raison. Tous les deux vous nous avez dit Russell devant Kubica. Eh bien non, pour la première fois de l'année, Robert Kubica termine devant son équipier. Bon, il faut rétablir un petit peu les faits. Russell s'est arrêté 2 fois lors de ce Grand Prix. Kubica s'est arrêté à une seule reprise et Russell termine à 10 secondes à peu près de son équipier. Donc voilà, sans son arrêt, Russell était largement devant, mais bon. Kubica, un premier Grand Prix terminé devant son équipier, j'imagine que ça doit faire du bien au moral. C'est vrai, tant mieux pour lui. En plus, je le rappelle, hein, c'est sans doute une des rares belles actions qu'on a eues, hein. C'est les deux Williams qui rentrent à pied au plancher, à 2 de front dans Signe. Mais effectivement, c'est comme toujours pareil, hein, c'est la course pour la dernière et l'avant-dernière place. C'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste qu'à chaque fois on sait que automatiquement on a 2 Williams qui sortent en Q1, on a 2 Williams qui finissent en fond de peloton sauf abandon. Là pour le coup, mis à part Grosjean, il n'y a pas eu d'abandon, donc on retrouve les deux Williams à la fin, quoi. Donc c'est vraiment, ça fait un peu mal au cœur pour cette écurie historique. Oui.
Historique, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Eh bien, écoute, c'est déjà l'heure de nous quitter, que le temps passe vite quand on s'amuse. Mais on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Multi 21. À la Salut. prochaine.